Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Max Valentin Robert, bonjour. Nous te recevons à la Fondation pour parler ensemble de la Turquie. Tu es docteur en sciences politiques et tu avais fait notamment ta thèse consacrée sur la participation électorale, le vote des minorités dans les sociétés musulmanes et notamment la Turquie. Donc tu es un expert de la Turquie. Donc, 3 questions pour parler de l'actualité turque, mais au-delà. Alors, la première, c'est parle-nous de la situation politique, économique, sociale en Turquie, de façon générale. 6, 7, 8 mois après la réélection d'Erdogan à la présidence de la République, mais donc situation générale, mais également de la situation de l'opposition politique et de notamment du CHP, du CHP, qui avait perdu au second tour de l'élection présidentielle. Et peut-être pourrais-tu dire quelques mots en vue des élections municipales prévues à la fin du mois de mars. Alors, il faut savoir que actuellement, la situation socio-économique en Turquie est assez compliquée. Alors, il y a eu une inflation assez forte. Alors, les estimations officielles disent qu'on aurait eu 63% d'inflation tout au long de l'année 2023, mais certaines estimations provenant d'économistes indépendants donnent des estimations beaucoup plus sombres. Par ailleurs, il y a un problème actuellement en Turquie de chômage qui s'élevait à 9% en novembre 2023, et c'est également une société où il y a un gros problème d'inégalité socio-économique. C'est-à-dire que on estime que les 20% les plus pauvres ne détiennent que 6% des revenus nationaux, alors que les 20% les plus aisés détiennent 50% de l'ensemble des revenus nationaux. Ajoutez à cela une difficulté à se loger pour les jeunes. On estime que durant l'année 2023, les loyers auraient augmenté de 121% en Turquie, voire même de 188% à Ankara. Et enfin, c'est une société qui vit à crédit. On estime qu'en Turquie, il y aurait 111 millions de cartes de crédit en circulation pour une population de seulement 85 millions d'habitants, ce qui montre que c'est une société qui se débat socio-économiquement et qui essaye de s'en sortir dans la mesure du possible et qui donc a recours au crédit pour subsister. Alors concernant la situation de l'opposition, en novembre 2023 a eu lieu le 38e congrès du principal parti d'opposition en Turquie, comme tu l'as dit, le CHP, à la suite duquel un nouveau leader a été élu, Özgür Özel. Alors, il faisait face à l'ancien président général du CHP qui était aussi le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Kemal Kılıçdaroğlu, et donc il a été élu durant ce congrès de novembre 2023 via notamment en recevant notamment le soutien du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, et en promettant de donner un nouveau cap à la vie politique turque, de remodeler la vie politique turque, telles étaient ses déclarations à l'époque. Ceci étant dit, ces velléités de remodelage de la vie politique turque vont peut-être s'avérer plus compliquées que prévu, puisque comme tu l'as rappelé, il y aura des élections municipales prévues pour le 31 mars. Or, ces élections risquent de ne pas être une promenade de santé pour l'opposition en Turquie. Déjà, au niveau national, il est probable que l'AKP l'emporte. Et au niveau des 2 fiefs qu'avait gagné l'opposition en 2019, Istanbul et Ankara, il est probable que la réélection de ces 2 maires d'opposition ne se passe pas de manière si automatique, ne se passe pas aussi confortablement que prévu. Et il est probable notamment que ces 2 maires-là puissent être menacés en raison notamment de la division de l'opposition. En 2019, aussi bien Mansur Yavaş à Ankara qu'Ekrem İmamoğlu à Istanbul avaient été élus via à la fois une alliance avec un petit parti, alors ça peut sembler un peu étrange pour un auditoire français, mais un petit parti de centre-droit issu du courant nationaliste, le İYİ Parti. Ils avaient bénéficié en fait de cette alliance avec le İYİ Parti via une structure qu'ils avaient intitulée l'Alliance de la Nation. Ils avaient bénéficié du retrait bienveillant de la gauche pro-kurde. Or, cette année, le İYİ Parti présentera à Istanbul et Ankara des candidatures distinctes, et le parti de gauche pro-kurde prévoit peut-être de présenter des candidats, notamment à Istanbul, il prévoit peut-être d'investir l'épouse de Selahattin Demirtas, actuellement incarcérée. Et un député de la province de Ağrı a même déclaré ça récemment, un député membre de ce parti, que une défaite d'Imamoglu à Istanbul n'est pas notre problème. Donc, contrairement à 2019,
Mansour Yavash et Ekrem Imamoglu partent à cette élection-là avec des voix potentiellement divisées. Merci Max. Si tu veux bien, on observera avec attention évidemment ce scrutin municipal, ces scrutins municipaux. Élargissons et abordons plutôt la Turquie dans son contexte régional, avec évidemment la guerre entre l'Ukraine et la Russie suite à l'agression russe il y a maintenant 2 ans, mais aussi la guerre à Gaza depuis le 7 octobre. Juste pour rappel, Erdogan, au moment de l'invasion russe, de l'agression russe contre l'Ukraine, avait condamné l'agression russe, mais n'applique pas les sanctions dans une stratégie de maintien de dialogue entre les deux pays. De même, concernant Gaza, il avait condamné les actes du 7 octobre du Hamas, mais aujourd'hui il y a un discours très dur à l'égard d'Israël et la guerre menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Peux-tu nous parler justement de l'évolution, du rôle et du positionnement de la Turquie et d'Erdogan par rapport à ces deux conflits Alors concernant l'attitude d'Erdogan à l'égard du conflit ukrainien, ce qu'on peut relever, c'est une certaine volonté de jouer les intermédiaires entre Moscou et Kiev dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Il faut savoir que, comme tu l'as rappelé toi-même, au moment du lancement de l'agression russe à l'égard de l'Ukraine, la Turquie avait vivement condamné les reconnaissances des républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk. Par ailleurs, la Turquie n'a jamais reconnu les annexions prononcées par la Russie en 2022 sur les territoires ukrainiens. Et même si on pense à certaines annexions antérieures, notamment la Crimée en 2014, la Turquie n'a jamais non plus reconnu cette annexion russe de la Crimée, notamment en raison des préoccupations qu'elle exprime par rapport au traitement de la minorité tatare en Crimée. Donc la Turquie a eu des positionnements relativement pro-ukrainiens, tout en maintenant une certaine ambivalence à l'égard de Moscou. C'est-à-dire que, un autre exemple, en juillet 2023, Erdogan s'était déclaré favorable à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais en septembre 2023, il avait ensuite déclaré « Faites attention de ne pas marginaliser la Russie ». Et plus récemment, Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, a déclaré que si la Turquie est attachée au maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, elle veut en même temps éviter les conséquences de la guerre. Et Fidan a également annoncé une future visite de Vladimir Poutine à Ankara, ce qui serait une première depuis l'agression de février 2022 qu'un pays membre officiellement de l'OTAN reçoive Vladimir Poutine dans une visite d'État officielle. Donc on voit que sur le conflit russo-ukrainien, il y a certains diraient une ambivalence, d'autres diraient une volonté d'intermédiation qui caractérise le positionnement d'Ankara à l'égard de ce conflit. Concernant le conflit israélo-palestinien et la situation à Gaza, là on peut en revanche parler plutôt d'un changement de discours. C'est-à-dire que quand le Hamas a perpétré son attaque du 7 octobre, au départ, Erdogan a appelé à la désescalade et s'est présenté comme un intermédiaire potentiel entre Israéliens et Palestiniens. Pourquoi ? Parce que l'AKP a d'excellentes relations avec le Hamas et avec les mouvements issus des frères musulmans en général, mais aussi puisque au moment où l'attaque a eu lieu, la Turquie est investie depuis plusieurs mois dans un processus de normalisation diplomatique avec Israël. Et il ne faut pas oublier que Israël avait été du côté des Turcs et des Azerbaïdjanais sur le conflit du Haut-Karabakh, ce qui incitait les diplomates turcs à l'époque à avoir une attitude plutôt de ménagement à l'égard d'Israël. Puis ensuite, du fait de la radicalisation de la réponse israélienne, du fait de l'intensification des bombardements à Gaza, on a assisté en parallèle à une radicalisation du discours erdoganien. Il y a eu par exemple un grand meeting le 28 octobre consacré à la Palestine, durant lequel Erdogan a très sévèrement critiqué la politique israélienne. Il a également accusé les Occidentaux, via leur soutien à Israël, de vouloir relancer, je cite, une croisade de la croix contre le croissant. Il a aussi qualifié le Hamas comme étant un mouvement de libérateurs.
Donc il y a eu une sorte de durcissement du discours erdoganien au fur et à mesure que le conflit à Gaza s'intensifiait. Alors on ne peut pas non plus occulter une dimension stratégique de la part d'Erdogan, c'est-à-dire que investir la question de Gaza au moment des célébrations du centenaire de la République turque, c'était aussi un moyen potentiellement pour l'AKP de mettre au second plan ces célébrations-là dans un contexte où l'AKP est quand même pas très à l'aise avec l'héritage républicain et kémaliste ayant fondé l'architecture politico-institutionnelle turque, mais aussi c'est un moyen pour Erdogan de se présenter en leader du monde sunnite. Or, on sait à quel point la cause palestinienne est centrale et extrêmement prégnante dans les opinions publiques musulmanes et moyen-orientales. Et par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan est issu du mouvement Milli Görüş, Vision nationale, qui était un mouvement idéologiquement assez proche des frères musulmans, dont le discours en termes de relations internationales était caractérisé par un certain tiers-mondisme, et notamment une défense très vive de la cause palestinienne. Donc, il y a une dimension stratégique, bien évidemment, dans le positionnement d'Erdogan à l'égard de la Palestine, mais on ne peut pas non plus exclure un certain, entre guillemets, retour du refoulé idéologique par rapport à la formation dont il est lui-même issu, à la famille politique dont il est lui-même issu. Ah, merci Todd, merci pour ta réponse. Justement, tu évoquais l'idée d'être un peu le leader, en tout cas un des principaux leaders du monde sunnite. Mais on peut dire depuis que Erdogan est aux affaires, donc depuis 2003, si je ne m'abuse. Oui, depuis 2030 en Premier ministre. Quasi un peu plus de 20 ans. Avec le recul et même aujourd'hui, si on peut parler de façon plus globale de sa politique étrangère, je dirais de sa doctrine en termes de politique étrangère, il y a quand même, et avec dernièrement un rapprochement avec justement le monde sunnite, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, avec l'Égypte aussi, je crois. Bon, avec Israël, c'est un peu je t'aime moi non plus, si tu me permets cette formulation. Est-ce que donc peux-tu nous parler un peu de cette doctrine de politique étrangère qui veut faire de la Turquie, et y a-t-il réussi, un acteur de premier plan au niveau, en tout cas à minima régional, et devenir un peu une Turquie incontournable dans les affaires régionales, si ce n'est internationales? Alors l'interprétation que j'ai de la ligne diplomatique de la Turquie, c'est que les dirigeants turcs ont acté ce qu'ils perçoivent comme étant un basculement définitif du monde de l'unilatéralisme au multilatéralisme. Ce qui fait que les Turcs vont avoir tendance à essayer aussi bien de préserver leurs alliances occidentales que d'essayer d'élargir leurs alliances en dehors de leur sphère diplomatique habituelle. Tu as évoqué la question des relations avec la sphère occidentale. Il faut pas oublier que l'Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Turquie, donc d'une certaine manière, Turcs et Européens peuvent avoir intérêt commercialement à s'entendre. Néanmoins, cette relation peut parfois être ombrageuse, notamment lorsqu'il y a eu la question de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Finalement, le Parlement turc a approuvé, a levé son veto concernant l'accession de la Suède à l'OTAN, mais Erdogan a bien précisé que, selon lui, l'acceptation par les Turcs de l'adhésion suédoise à l'OTAN devait s'accompagner d'un approfondissement du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, il y a un peu une dimension de donnant-donnant dans le discours qu'adresse Erdogan à l'égard de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'est pas exclu que pour les prochaines élections européennes, la question de la Turquie soit de nouveau sur le devant de la scène, notamment en Allemagne, suite à la création d'un parti, le parti DAVA, réputé proche de l'AKP. Donc il n'est pas exclu que la question turque soit débattue, du moins chez nos voisins d'outre-Rhin, pendant les élections européennes. Concernant le rapprochement avec les pays du Moyen-Orient, avec les pétromonarchies du Golfe, entre le 17 et le 19 juillet 2023, Erdogan a fait une grande tournée dans les pays du Golfe. Suite à cette tournée-là, il a notamment conclu un accord de vente de drones turcs à l'Arabie Saoudite. Il a aussi conclu une série de protocoles et d'accords commerciaux avec les Émirats Arabes Unis, s'élevant à 50 milliards de dollars. Ne pas oublier également qu'en mars 2023, l'Arabie Saoudite avait versé 5 milliards de dollars à la Banque centrale de Turquie, suite notamment
aux conséquences socio-économiques mais également humanitaires du séisme de février 2023. Donc il y a aussi un rapprochement avec les pétromonarchies dans un but économique et financier, notamment du fait de la fragilité de la lire turque, du fait des difficultés que rencontre cette monnaie. Le rapprochement d'Erdogan avec ces pays-là peut bien sûr être interprété d'un point de vue idéologique comme étant volonté de se positionner, comme étant une figure centrale au Moyen-Orient et dans le monde sunnite plus généralement, mais il y a aussi une question d'intérêt bien compris, avec notamment la volonté de se voir attribuer des contrats commerciaux et de se voir attribuer des fonds pouvant soutenir la valeur de la lire turque. Très bien. Max, merci beaucoup pour tes analyses. C'est moi qui te remercie. Et on aura l'occasion de renouveler l'exercice. Merci.